La danse des dragons représente à lui seul le plus sanglant des conflits dynastiques qui marquent l'intrigue de la saga du Trône de Fer. Depuis la sortie d'House of the Dragon, l'on voit les passions se déchaîner sur les réflexions plus ou moins biaisées liées à la gouvernance tantôt de la faction des Verts et tantôt de celle des Noirs sur les 7 couronnes. Qui sont les plus légitimes, qui sont les plus aptes à régner, qui sont les plus justes, les plus éthiques, lesquels d'entre eux auraient apporté la prospérité à Westeros et lesquels auraient apporté la guerre. Aujourd'hui, j'aimerais explorer cette thématique à travers un scénario alternatif afin de déterminer, avec les éléments que l'histoire nous donne, si autant les Verts que les Noirs auraient pu régner sur une Westeros en paix après avoir vaincu en totalité la faction adverse. Dans cette vidéo, je commencerai par la faction des Hightower et d'Aegon deuxième du nom. Petite précision avant de commencer, je compte être autant critique autant avec les Noirs qu'avec les Verts dans leurs vidéos respectives, afin de ne pas donner l'impression que cette vidéo reflète plus mon avis sur chacune des factions, et pour à la place fournir le scénario le plus réaliste possible. Je précise aussi que pour ne pas restreindre uniquement cette analyse au livre, dont le lore est volontairement vague et incomplet par moments, je vais, pour les besoins de la vidéo, fusionner le canon de la série et celui des livres afin d'arriver à ces conclusions. Aussi, je précise que dans cette vidéo, ce que j'entends par une victoire totale des Verts consiste en élimination totale de toute la lignée de Rhaenyra, ainsi que ses alliés Targaryens comme Daemon et Rhaenys. Le scénario se déroulera également après les événements de la saison 1 d'House of the Dragon, étant donné que je pense que commencer plus tard laisse une chance vraiment moindre aux Verts d'être défendables. La capitulation de Rhaenyra. Ce scénario repose principalement sur l'épisode 10 de la saison 1 d'House of the Dragon, où après la mort tragique mais inévitable du roi Viserys Ier du nom, ainsi que la réconciliation apparente lors de son dernier repas de la reine Alicent et de l'héritière désignée, la princesse Rhaenyra Targaryen, les Verts couronnent finalement son frère cadet Aegon II comme roi. La chance était de leur côté vu que bien que leur plan semblait préparé de longue date, il s'avère que le roi est mort pile au moment où Rhaenyra était repartie à Pendragon pour y accoucher de sa fille Visenya, mort-née. C'est là que les incidents se succèdent. Rhaenyra se couronne reine et la guerre civile la plus meurtrière de toute l'histoire du continent semble alors inévitable. À Port-Réal, le conseil restreint établit une stratégie afin de préserver la paix, de confirmer la légitimité d'Aegon II sur le trône et d'éliminer la menace que Rhaenyra oppose à leur faction. La main du roi, Sir Otto Hightower, est envoyée traiter avec la reine à Pendragon dans le but de la convaincre ou de l'oxyre si jamais l'occasion venait à se présenter. Honnêtement, je ne sais pas comment Otto pouvait réalistiquement penser qu'il pouvait réussir à la faire tuer compte tenu qu'elle avait une flopée de dragons à ses côtés, et vu comment sa dernière incursion à Pendragon s'était terminée. Toutefois, Otto lui ferait ici la même offre, capituler, ployer le genou devant Aegon, le reconnaître comme le roi incontesté des 7 couronnes, et il ne lui sera fait aucun mal, ainsi que sa progéniture se verront offrir des places de choix à la cour du roi. Dans ce scénario, endeuillée et fatiguée par l'accouchement prématuré de sa fille morte-née, Rhaenyra acceptera cette offre, convaincue que la sécurité de sa famille, ainsi que la paix dans le royaume, valait toutes les couronnes du monde. D'une certaine manière, elle avait toujours su au fond d'elle que son père finirait par la remplacer par Aegon, comme elle l'avait tant redouté. Qui plus est, si la prophétie que Viserys lui avait confiée venait à se réaliser, alors ce n'était plus à elle de la porter. Rhaenyra capitulerait donc dans ce moment de faiblesse, ainsi que d'apparente rationalité. Et elle, ainsi que toute sa famille, se rendraient donc à Port-Réal pour ployer le genou devant le roi Aegon. Tous, y compris le prince vaurien, Daemon Targaryen. Les plans du prince vaurien. Daemon, depuis qu'il avait épousé Rhaenyra, n'avait jamais prévu de ne rester que le roi consort de celle-ci quand elle viendrait à régner. Il avait toujours compté s'emparer du trône pour lui-même. Et bien qu'il fût enragé à l'idée de devoir courber l'échine devant ce petit merdeux d'Aegon, il était cependant plus avantageux pour lui de se trouver dans la capitale, attendant le bon moment pour frapper. Otto, quant à lui, ne s'attendait pas vraiment à voir Rhaenyra rentrer dans le rang. Au final, sa capitulation compliquait encore plus les choses. En effet, il savait que tant que l'ancienne héritière et sa progéniture seraient en vie, le règne d'Aegon serait toujours tacitement opposé. Cependant, il ne pouvait faire publiquement exécuter la fille, le frère, la cousine et les petits-enfants de l'ancien roi après leur avoir offert l'immunité et le pardon. Rhaenyra, Daemon, Rhaenys, ainsi que les princes Velaryon, vinrent alors ployer le genou devant Aegon II, assis sur le trône de fer, devant la cour de Port-Réal, et la promesse d'Otto, faite au nom du roi, fut respectée. La guerre n'était cependant pas encore évitée. En effet, si la candidate au trône de fer avait renoncé à son héritage, les seigneurs qui lui avaient voué son allégeance n'en avaient pas tous fait de même avec le roi vert.
Corlys Velaryon avait certes ployé le genou de par la présence de sa femme à Port-Réal, mais des rumeurs circulaient prétendant qu'il complotait avec le prince Daemon, tandis que les Stark, les Tyrell, les Tully et les Arryn paraissaient rester neutres, attendant de voir comment la situation se développerait avant de prendre position. Otto espérait que la capitulation publique de Rhaenyra enverrait un message aux seigneurs du royaume. Après tout, pourquoi mourir pour une cause perdue? Avec la présence des deux factions au Donjon Rouge, les vieilles rancœurs et les inimitiés furent réveillées, et les tensions ne tardèrent pas à atteindre leur point d'ébullition. La traîtresse qui jamais ne le fut. À Port-Réal, alors qu'Aegon II débutait son règne, d'attitude bienveillante bien qu'il restait un peu sot et majoritairement encadré par la main du roi Sir Otto, Alicent tentait tant bien que mal de renouer avec Rhaenyra dans le but d'apaiser la faction des Noirs. Rhaenyra et sa famille ne pouvaient pas retourner à Port-Réal, car le château appartenait maintenant à l'héritier du trône, le jeune prince Jaehaerys. Elle était donc obligée de subir les humiliations que sa situation à la cour générait, sans parler de la position de ses fils, que la rumeur voulait en réalité être des bâtards conçus avec le regretté Sir Harwin IV. En effet, bien qu'ils aient été légitimés par le roi Aegon II en guise de bonne foi, les princes Jaehaerys, Lucerys, qui est ici bien en vie, et Joffrey Velaryon ont cependant de par cet acte été officiellement révélés par les Verts comme étant des bâtards. Et si leur statut n'avait pas changé, leur réputation en avait pris un sacré coup. Ils essuyaient les railleries incessantes ainsi que les moqueries cruelles de leurs oncles, Aegon et Aemond, chaque jour de leur vie. Et à chaque jour, de plus en plus de soutiens secrets se dévoilaient à Rhaenyra. Plus la situation se dégradait, plus la princesse se demandait si elle avait bien fait le bon choix. Otto, quant à lui, était mis sous la pression d'agir pour que les seigneurs neutres ploient le genou devant Aegon par le roi lui-même. C'était lors d'une réunion du conseil restreint où Tywin Lannister, le grand argentier, amena le sujet des dépenses nécessaires pour réaliser la reconstruction du sol de Fausse Dragon, après la fuite de Rhaenys sur son dragon Meleys, qu'une idée vient au jeune roi impulsif. « Vous voulez envoyer un message, grand-père » dit Aegon. « Faites couler le sang, pas l'encre. Le peuple de Port-Réal a applaudi son roi à son couronnement. Pour que le petit peuple continue de m'adorer et pour que les seigneurs me craignent, mettons la tête de Rhaenys sur une pique. » Otto s'y était fermement opposé. Oui, l'accusation contre Rhaenys était légitime. De par son acte de trahison, même si celui-ci avait été pardonné, sa fuite avait volontairement tué des centaines d'habitants de la cité réunis à Fausse Dragon. Seulement, l'affaire décapitée reviendrait à s'aliéner les Velaryon, la famille la plus riche du royaume, ainsi que la faction des Noirs, ce qui pourrait potentiellement motiver les seigneurs restés neutres à attaquer. Le roi fut impossible à raisonner et alla à l'encontre de l'avis de tous ses conseillers en leur rappelant que c'était lui le roi et qu'il devait obéir à ses ordres, ainsi qu'il était de son devoir de venger le petit peuple. Eux qui avaient été les seuls à lui montrer de l'affection depuis sa naissance, durant son couronnement. Aegon II réunit alors sa cour dans la salle du trône de fer, paré de la couronne et de l'épée du conquérant, Feu Noir. Il fit fermer les portes et verrouiller la salle alors qu'il annonçait la condamnation à mort de la princesse Rhaenys Targaryen pour meurtre et crime contre la population de Port-Réal. La panique s'empara de l'assemblée alors que Corlys et Daemon comptaient bien s'interposer pour ne pas laisser cet acte, à leurs yeux injustifiés, être commis. Une partie de la garde royale, celle des anciens, comprenant notamment Harold Westerlin, qui avait vu grandir Rhaenyra, se rangèrent du côté des Noirs pour défendre Rhaenys, tandis qu'une autre moitié, dirigée par Sir Criston Cole, restait loyale au roi, dégainèrent aussi leurs épées. Alicent et Rhaenyra tentaient chacune de garder leurs enfants en dehors des combats. La situation était explosive et menaçait de tourner au massacre à épée tirée devant le trône de fer, jusqu'à ce que la princesse Rhaenys elle-même finit par calmer les hommes assoiffés de sang dans la salle. Elle décida d'accepter son destin devant les dieux et de donner sa vie pour que la paix puisse continuer à subsister, au moins pour un instant de plus. Rhaenys avait toujours vécu dans l'optique que dans une situation donnée, elle se devait d'agir comme elle l'aurait fait si elle avait été choisie pour être reine à la place de Viserys. C'est donc dans cette situation que même sous les protestations déchirantes de l'amour de sa vie, Corlys, elle se laissa décapiter par Sir Criston Cole après avoir échangé un dernier baiser d'adieu passionné avec le serpent des mers. Ainsi se termina l'histoire de la reine qui jamais ne le fut. Profitant du chaos qui régnait dans la cité, Corlys réussit à prendre la mer et à fuir vers la Marque, mais pas avant avoir rendu visite à un vieil ami, Daemon, qui avait encore des connexions au sein des Manteaux d'Or. Lancé à sa poursuite à travers la capitale, Sir Criston Cole disparut au coin de la rue de la Soie et fut retrouvé au matin, démembré, son manteau blanc arraché, sa tête tranchée et sa queue fourrée dans sa propre bouche. Un œil pour un œil. Après la mort de Cole, vu comme un moindre mal par une grande majorité des Verts, un certain sentiment d'impunité régnait au sein du Donjon Rouge. Si Otto jubilait de sa victoire politique,
ainsi que secrètement soulagé de la mort du tout nouveau Lord Commandant de la garde royale, qu'il considérait comme un chien fou, le prince Aemond, lui, cherche une fois de plus à se venger. La main du roi craignait qu'Aegon finisse par préférer Criston pour gouverner le royaume à sa place pendant qu'il errait dans les bordels de la cité. Cependant, Aemond, lui, considérait le meurtre de Criston comme une attaque impardonnable contre la famille royale, désormais régnante. Et la cour d'Aegon II était maintenant animée de sombres plans, alors que beaucoup parmi ses courtisans se mirent à murmurer l'injure de parricide pour avoir fait exécuter la cousine de son père, Rhaenys. À l'heure de la chouette, Aemond s'introduit dans les appartements du prince Lucerys Velaryon avec la discrétion d'un fantôme, son unique œil brûlant d'une vieille haine soudain réveillée. Il lui plaqua une main sur sa bouche et brandit une dague de l'autre, alors que le jeune prince aux cheveux noirs s'éveilla d'un élan de terreur. « Je suis venu prendre ton œil en paiement du mien », dit-il en soulevant son cache-œil. « Ne t'en fais pas, tu n'auras pas mal. Après tout, tu es bien un petit fort, mon cher neveu. » D'une cruelle lenteur, Aemond enfonça la lame dans l'œil du jeune Lucerys, ses cris étouffés par l'âpre respiration exaltée du prince. Il ne riait pas, il ne souriait pas. Il était concentré, comme s'il remettait en question la nécessité de son acte pendant qu'il le commettait. Puis le couteau a glissé. La douleur intense que Lucerys ressentait était si grande qu'il ne pouvait pas rester immobile, alors même qu'il se pensait pétrifié à l'idée qu'Aemond puisse lui trancher la gorge s'il ne lui donnait pas ce qu'il voulait. L'hargne de la poigne du prince ne suffit pas à l'empêcher de trembler de tous sens. Aemond ne sut pas si c'est sa main qui glissa accidentellement ou si c'est un geste inconscient qui poussa soudain la lame dans le crâne du garçon. Néanmoins, l'instant qui suit, le prince Lucerys Velaryon, âgé de 14 ans, était mort. Aemond se convainc alors qu'il ne l'avait pas voulu, mais n'empêche qu'il était mort, et que lui se devait de continuer à vivre avec les conséquences de son acte pour toujours gravées dans sa mémoire. Il se devait de prévenir le conseil restreint, et personne ne devait être mis au courant jusqu'à ce que le soleil se lève. La nuit des couteaux. La lumière de l'aube ne s'était pas encore fait apercevoir sur Port-Réal lorsque Aemond Targaryen pénétra dans la salle du conseil restreint, son unique œil brillant d'une lueur fiévreuse. Son souffle était encore rapide, ses mains tachées de sang, mais son visage restait impassible. Il n'avait pas hésité à tuer Lucerys, mais il savait qu'un tel acte ne resterait pas sans conséquence, devant les hommes comme devant les dieux. Les conseillers, réveillés en urgence, s'échangèrent des regards perplexes tandis qu'Aegon II, encore à moitié ivre de la veille, fronçait les sourcils, agacé d'être tiré de son sommeil. Sir Otto Hightower, quant à lui, observa longuement son petit-fils avant de soupirer, déjà conscient du désastre à venir. « Lucerys Velaryon est mort », déclara Aemond d'une voix calme, mais tranchante. Un silence pesant tomba sur la pièce. Otto ferma les yeux un instant, comprenant immédiatement l'ampleur du problème. Alicent porta une main tremblante à sa bouche, horrifiée. Tywin Lannister hocha lentement la tête, comme si cela ne lui semblait être qu'une issue inévitable. « De quelle main a-t-il péri ?» demande la main du roi. « De la mienne. Je n'en avais pas l'intention, mais je l'ai tué », se défend Aemond, mi-fier, mi-honteux. « Elle se vengera », ajouta Aemond en regardant son frère droit dans les yeux. « Rhaenyra ne pardonnera jamais la mort de son petit fort. Elle rassemblera ses partisans et elle fera couler notre sang en réponse. Le nôtre, ainsi que celle de ta progéniture. Elle nous fera tous passer au fil de l'épée. Nous devons frapper avant qu'elle ne le fasse. » Aegon II, encore engourdi par le vin, mit quelques instants avant de comprendre la portée de ses paroles. Il lança un regard à Otto, cherchant un désaccord dans son grand-père, une opposition. Mais la main du roi, malgré toute son aversion pour un bain de sang aussi précipité, savait qu'il avait raison. Si elle apprend ce qui est arrivé à son fils, elle n'hésitera pas à nous massacrer jusqu'au dernier. Nous devons agir maintenant. Aegon II laissa échapper un rire nerveux, puis haussa les épaules. Il ne semblait pas vouloir comprendre la gravité de la situation, bien qu'il en saisît ses bénéfices. Faites ce qu'il faut, éliminez-les tous. Qu'il ne reste plus un seul noir pour menacer mon règne, cher sujet. Tous ? Même les enfants ? Demanda Tywin. Majesté, avoir ce sang sur vos mains pourrait avoir des conséquences néfastes sur votre règne. Vous serez traité de parricide et votre légitimité sera remise en question. C'est pourtant la seule solution, affirma la main de sa voix grave. Nous justifierons cet acte comme la folie brutale de fanatiques qui répugnent l'ascension d'une reine sur le trône de fer, lavant ainsi les mains du roi d'un tel péché. Il a raison, affirma douloureusement Alicent, ne croyant pas elle-même ce qu'elle s'apprêtait à dire. Tant que sa progéniture vivra, des héritiers à la cause de Rhaenyra survivront. Ainsi, le sort de la faction de la princesse qui se voulut reine fut scellé. Les ombres de la nuit étaient encore épaisses lorsque les portes des appartements de Rhaenyra furent ouvertes en silence par les manteaux d'or fidèles au vert. Les chevaliers de la garde royale, qui étaient toujours fidèles à la fille aînée de Viserys Ier, furent isolés et discrètement éliminés une fois leur confiance bernée.
Tous, à l'exception de Sir Harold Westerlin, qui réussit à fuir le palais, jurant de se venger des Hightower. Eric et Harry Cargill se combattus ici aussi jusqu'à la mort. La princesse dormait profondément, épuisée par des jours de tension et de doute. Elle ne s'éveilla que lorsqu'une main froide lui saisit la gorge. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en découvrant les visages d'hommes rustres armés de lames étincelantes. Elle tenta d'appeler à l'aide, mais la dague, celle qui renfermait la balade de glace et de feu que son père lui avait contée, s'enfonça sans pitié dans sa poitrine, camouflant son cri dans un gargouillement étouffé. Le sang s'écoula de ses lèvres alors que son corps retombait sur les draps blancs, qui se teignirent de rouge. Non loin de là, ses fils Jaehaerys, Joffrey, Aegon et Viserys furent tous tirés hors de leur lit. Jaehaerys tenta de se défendre, saisissant le couteau qui était placé sur sa table de chevet, mais il fut submergé par le nombre d'assaillants, qui eux portaient tous une armure et une cotte de mailles. Son dernier cri d'agonie résonna dans les couloirs, puis plus rien. Il tenta de protéger son frère Joffrey jusqu'à la fin, mais également en vain. Le petit prince Viserys, à peine âgé de 5 ans, sanglotait en cherchant les bras de sa mère, qui n'était déjà plus de ce monde. Il fut égorgé sans ménagement par une lame froide, son corps inerte tombant sur le sol de pierre. Et en fut de même pour le prince Aegon. Le massacre fut rapide, impitoyable. Aucun des Noirs ne survécut, sauf un. Le prince vaurien, Daemon Targaryen, contrairement aux autres, ne dormait jamais profondément. Depuis sa jeunesse, il avait appris à être toujours sur ses gardes, et l'atmosphère de tension au donjon rouge l'avait rendu encore plus méfiant que jamais. Lorsqu'il entendit les échos lointains du clinquement des côtes de mailles, suivi de cris étranglés, il sut immédiatement que l'heure était venue. Noirceur en main, il s'accroupit près de la porte, son cœur battant au rythme du danger. Lorsque les assassins envoyés par Aegon pénétrèrent dans sa chambre, ils ne furent accueillis que par une ombre fendant l'air. « Bâtard de chien, c'est à moi que vous devez votre place » jure-t-il alors, en apercevant les jaunes des manteaux d'or qu'arboraient ses assaillants. Le premier homme tomba, la gorge tranchée. Le deuxième recula en panique, mais Daemon ne lui laissa aucune chance. D'un mouvement fluide, il lui trancha la tête d'un revers de lame avant de se jeter sur le troisième qui tentait de lever son épée. Le prince les tua tous. Il savait que le donjon rouge grouillait d'ennemis. Il ne pouvait pas se frayer un chemin à travers une armée entière. Il lui restait une option, la fuite. Connaissant mieux que quiconque les passages secrets du château, il emprunta les tunnels souterrains là où Maegor le Cruel avait fait exécuter tant d'ouvriers pour garder ces passages confidentiels. Il avançait à tâtons, à la lumière d'une torche vivace. 1000 pensées lui traversaient la tête, mais l'adrénaline fit qu'il ne s'arrêta pas. Lorsqu'il émergea enfin à l'extérieur des murs de Port-Réal, le ciel commençait à s'éclaircir d'une lueur rougeâtre. Derrière lui, le donjon rouge était silencieux, trop silencieux. Une rage indescriptible envahit alors le prince vaurien. Daemon savait qu'il avait perdu tout ce qui lui restait. Sa femme, ses fils, ses alliés. Il était désormais seul, mais il était encore en vie. Et qu'importe, cette histoire, après tout, a toujours été la sienne. C'était lui qui devait régner, lui qui devait devenir maître de tous. Et il comptait bien faire payer chaque goutte de sang versée. Il allait montrer à ces petits chiards à peine sortis de leurs œufs ce que cela signifiait vraiment, le feu et le sang, le donjon noir. Le silence pesait sur le donjon rouge, alourdi par l'odeur de la mort. L'aube n'avait pas encore percé l'horizon que déjà, la panique s'insinuait dans les couloirs du château. Les cadavres de Rhaenyra et de ses fils, refroidis par la nuit, n'apportaient aucun soulagement au ver, car Daemon Targaryen avait disparu. Aemon fut le premier à comprendre l'ampleur du désastre. Un homme comme Daemon ne fuyait pas, il ne se tairait pas en espérant être oublié, il frapperait. « Il est encore ici !» déclare-t-il d'une voix glaciale en parcourant la salle du trône du regard. Otto Hightower, le visage blême, échangea un regard inquiet avec le roi Aegon II, encore sonné par les événements de la veille. Alicent, drapée dans un manteau vert trempé de sueur, comme pour prier les sept de leur épargner le courroux du dragon noir. « Nous devons atteindre Fausse Dragon avant lui !» cracha Aegon, déjà en train de marcher d'un vif pas vers les portes. Aegon, encore hagard, hésita un instant avant de hocher la tête. « Préparez les chevaux !» En quelques minutes, une course contre la montre s'engagea. Aegon II, sa sœur épouse la reine Helena et son frère Aemond quittèrent le donjon rouge au galop, leurs manteaux verts battant dans le vent, fendant les rues encore endormies de Port-Réal. Des soldats et des civils se retournèrent sur leur passage, réveillés par le martèlement furieux des sabots. Mais alors qu'ils approchaient des portes de Fausse Dragon, un rugissement d'une puissance inouïe ébranla la ville tout entière. Ils levèrent les yeux. Daemon Targaryen était là. Caraxès fondit sur le donjon rouge tel un spectre de flamme. Ses ailes massives obscurcirent le soleil levant, projetant une ombre cauchemardesque sur la forteresse royale. La cité sembla se taire d'un seul trait, jusqu'à ce que les vers puissent entendre « Dracarys !» hurler entre le battement des ailes de cuir de la bête. Puis, la tempête de flammes s'abattit. Un torrent incandescent se déversa sur la salle du trône, éventrant la structure
et réduisant en cendres les tapisseries centenaires. Les immenses portes de bois cédèrent dans un craquement sinistre, projetant des débris brûlants à travers la pièce. La tour de la main, symbole de l'autorité d'Otto Hightower, ne résista pas davantage. Un second déluge de flammes la frappa de plein fouet, et les fondations, fragilisées par les flammes, s'effondrèrent. Alicent et Otto étaient à l'intérieur lorsque le plafond céda sous le poids des pierres embrasées. Ils ne tentèrent pas de fuir. La reine douairière, suffoquant sous la chaleur, leva une dernière fois les yeux vers son père. Otto, le visage noirci par la suie, tendit une main tremblante vers elle, et dans un dernier élan de lucidité, elle la saisit. C'est ainsi que périrent Otto Hightower et sa fille, main dans la main, alors que la tour de la main dégringolait jusqu'à s'effondrer dans la mer. Mais Daemon n'en avait pas fini. Si le trône de fer ne pouvait lui appartenir, alors il n'appartiendrait plus jamais à personne. Dans un ultime assaut, Caraxès plongea sur la salle du trône, projetant une gerbe de feu ardente qui fit fondre l'acier noir du siège centenaire. Le rugissement du dragon se confondit avec le fracas du métal en fusion, tandis que le trône, symbole du pouvoir absolu, se tordait et se brisait sous la chaleur infernale. Dans l'ombre des couloirs, quelques serviteurs, portés par l'instinct de survie, se précipitèrent vers les appartements royaux. Ils attrapèrent les jeunes princes Jaehaerys et Maelor, ainsi que leur sœur Jaehaera, et les entraînèrent hors du château avant que les flammes ne les engloutissent. Le donjon rouge était devenu un tombeau. Daemon tira légèrement sur les rênes de Caraxès. Le dragon tourna sur lui-même, planant au-dessus du cauchemar de cendres et de flammes qu'il venait de créer. Mais alors qu'il s'apprêtait à fondre sur Fausse Dragon, décidé à faire tomber l'édifice sur les dragons des vers afin qu'ils en meurent, un grondement assourdissant retentit. Une explosion de pierres pulvérisées fit voler en éclats la coupole de Fausse Dragon. Deux silhouettes massives émergèrent du chaos, Songe-Feu et Feu du Soleil. D'abattements d'ailes enragées, les dragons royaux s'élevèrent dans le ciel, leurs écailles étincelant sous la lueur des flammes. Et puis, un autre rugissement. Vhagar, l'ancienne dragonne à la silhouette colossale et menaçante, apparut à l'horizon, ses yeux brûlants de fureur. Aemond était perché sur son dos, son visage tordu par un rictus de haine. Daemon eut un sourire, 3 contre 1. La danse des dragons commença. Caraxès fendit les cieux, plongeant droit vers Feu du Soleil. Aegon II, encore expérimenté, tenta d'esquiver, mais il n'était pas de taille face à la précision meurtrière de Daemon. Caraxès s'enroula autour du dragon du roi, ses mâchoires puissantes s'abattant sur son cou doré. Feu du Soleil poussa un cri de douleur, ses ailes battant furieusement contre l'air. Daemon le fit basculer dans le vide. Aegon, incapable de reprendre le contrôle, fut projeté hors de sa selle. Son corps percuta les remparts de Fausse Dragon dans un craquement sinistre, et il tomba dans les rues de Port-Réal en une masse fumante et brisée. Le roi était vaincu, mais s'accrochait à la vie, à l'insu de tous. La bataille était loin d'être terminée. Vhagar et Songe-Feu plongèrent ensemble sur Caraxès. Le ver de sang, bien qu'agile, ne pouvait tenir face à la fureur combinée de ces deux colosses. Vhagar le saisit par l'aile, le projetant violemment contre un mur de pierre, tandis que Songe-Feu en profita pour lacérer sa gorge d'un coup de croc. Caraxès poussa un de ses derniers hurlements stridents. Daemon, sentant la fin approcher, tira une dernière fois sur ses rênes. Dans un ultime effort, il plongea droit sur Aemond et Vhagar. Les deux dragons s'écrasèrent ensemble contre le septuaire sur la colline de Visenya, disparaissant dans un tourbillon de flammes et de vapeur. Vhagar ressortit vainqueur de sa 1001e bataille, d'un rugissement si fort qu'il fit éclater les vitrailles du septuaire qui subsistait encore intactes. Lorsque la tempête se dissipa, il ne restait plus que des cendres flottant au-dessus de la capitale des 7 couronnes. Daemon Targaryen était mort, Songe-Feu, bien que grièvement blessé au torse par les griffes de Caraxès, avait survécu. Vhagar également, et avec elle, la suprématie des Verts, un royaume brisé. Les mois passèrent, et avec eux, la lueur d'espoir d'une stabilité sous le règne des Verts. Aegon II, brisé dans son corps et son esprit, ne gouvernait plus que par procuration. Brûlé, paralysé, il était condamné à une existence douloureuse, incapable même de s'asseoir sur la masse d'acier fondu et difforme qui était autrefois le trône de fer, sans y risquer sa vie. Les murmures dans les couloirs du donjon rouge, encore en reconstruction, évoquaient un châtiment divin, la punition des dieux pour ses péchés impardonnables. Le parricide et l'infanticide pesaient sur son nom comme une malédiction, et même parmi ses plus loyaux sujets, certains osaient chuchoter que le roi n'était plus digne de porter la couronne. Pourtant, les Verts s'accrochaient à leur victoire. Officiellement, la couronne niait toute implication dans l'assassinat des Noirs, mais personne n'était dupe. Le sang de Rhaenyra et de sa lignée n'avait pas encore séché que l'indignation montait déjà parmi les seigneurs des 7 couronnes. Cependant, ceux qui auraient pu se soulever contre cette infamie vivaient toujours dans l'ombre de Daemon, maintenant surnommé le Prince Fou, après son attaque suicide dans la capitale. Les anciens alliés de Rhaenyra n'osaient encore rien entreprendre ouvertement, craignant qu'une révolte prématurée ne soit brisée sous le feu des dragons encore aux mains des Verts. Qui plus est, les actions de Daemon avaient
avait jeté l'opprobre et la honte sur leur cause, justifiant la paix fragile qui régnait à Westeros. Car si Aegon II souffrait de la plus terrible des réputations, son frère, Aemond, brillait, ainsi que la reine Helaena qui était adorée du petit peuple. Les vaillants dragonniers qui avaient abattu Daemon Targaryen et sauvé la capitale étaient acclamés comme des héros. Les poètes composaient des chansons vantant leur courage et leur mérite. Les nobles les louaient pour leur habileté martiale, leur intelligence acérée, ainsi que leur intérêt manifeste pour leur sujet. C'était en réalité Helaena qui représentait ces dernières qualités. Le prince Aemond, qui avait toujours convoité la place et le titre de son frère, aussi incompétent et non méritant qu'il était devenu impotent, se mit alors à se bercer d'illusions de grandeur. Aux yeux du peuple et des seigneurs, il semblait être le souverain que Westeros méritait. Il en vint à la conclusion que les 7 couronnes n'avaient plus besoin d'Aegon. Une mort rapide serait au final un acte de miséricorde. L'empoisonnement d'Aegon II fut un acte aussi silencieux qu'efficace. Une nuit, il but du vin trop sucré, bien que les maîtres affirmeront qu'il s'agissait d'un simple malaise. Le matin suivant, il fut retrouvé mort, et Aemon se proclama prince régent du jeune prince héritier Jaehaerys. Il ne tarda pas à devenir impatient. Il usurpa finalement le trône sans même attendre la cérémonie officielle, se couronnant lui-même Aemon Ier du nom, roi des Andals, des Rhoynar et des premiers hommes, argumentant que le seul héritier digne des 7 couronnes était celui qui était capable de s'emparer du trône, comme son frère l'avait fait avant lui. Il se forgea une couronne en or, surmontée d'une large plaque ornée d'émeraude, à la forme et la couleur de Vhagar, pour montrer à ses sujets quelle était la véritable base de sa puissance en tant que monarque. Il tenta de convaincre sa sœur Helaena de l'épouser, mais celle-ci, craignant pour la vie de ses enfants, décida de partir se terrer à Pendragon. Aemond, maintenant roi, devint vite autoritaire et tyrannique. Il menace avec le feu du dragon tous les seigneurs qui s'opposent à lui. Plusieurs révoltes mineures éclatent après sa prise de pouvoir. Les premiers grands seigneurs à s'indigner sont la maison Tully de Vivzeg. Ils dénoncèrent son usurpation et appelèrent les seigneurs du Conflent à se rallier contre ce qu'ils considéraient comme un tyran sans légitimité. Aemon n'attendit pas de voir la rébellion prendre forme. À la seconde où il entendit ces rumeurs, il chevaucha Vhagar jusqu'à Vivzeg et rasa la forteresse ancestrale des Tully, réduisant en cendres tout ce qu'il trouvait sur son passage. Son message fut entendu dans tout le royaume. La soumission ou les flammes. Mais au lieu de soumettre les seigneurs, souvent plus vaniteux que rationnels, il provoqua l'indignation générale. Les survivants des Tully trouvèrent refuge auprès des Stark du Nord et des Arryn du Val, qui commencèrent à préparer une révolte de plus grande envergure. Dans le Bif, profitant de la jeunesse du seigneur Léo Tyrell, un bébé encore sous régence, Aemon déposséda la maison Tyrell de son titre de suzerain du Bif et l'accorda aux Hightower, assurant ainsi leur loyauté totale. Aemon, dans son arrogance, se croyait intouchable. Mais il ignorait que dans l'ombre, les derniers partisans des Noirs, les Velaryon, les Stark et les survivants du Conflent préparaient la chute du dernier enfant d'Alicent Hightower. Car le vent de la guerre soufflait déjà. Lord Cregan Stark, resté neutre jusqu'alors, déclara qu'aucun roi ne pouvait se dire souverain s'il brûlait ses sujets comme de la paille. Il rallia ses bannières et descendit vers le sud, prêt à réclamer justice. La rébellion noire. Sous l'égide de Corlys Velaryon, la rébellion noire fut déclarée contre le règne tyrannique d'Aemond Ier. L'objectif était clair, mettre fin au règne du dernier fils d'Alicent Hightower et couronner à sa place Bella Targaryen, petite fille de l'amour de sa vie, la princesse Rhaenys Targaryen, la reine qui jamais ne le fut, elle-même cousine du roi Viserys Ier. Bella était aussi la fille de Daemon et Corlys cherchait à la faire couronner comme première reine des 7 couronnes. Le serpent de mer entreprit une vaste campagne de ralliement et parvint à convaincre les grandes maisons révoltées de s'unir derrière sa cause. Depuis sa fuite de Port-Réal après l'exécution de Rhaenys, le serpent des mers avait méticuleusement préparé la contre-offensive. Il savait que, face au dragon des vers, les rebelles ne pouvaient pas compter uniquement sur des épées et des boucliers. C'est ainsi qu'il organisa la Semaison Noire, une vaste opération visant à revendiquer les dragons non montés, restés 100 mètres depuis la chute de la faction de Rhaenyra. Corlys parvint à rassembler un bon nombre de dragonniers, Hugues Marteau revendiqua Vermithor, Ulf le Blanc s'empara d'Aile d'Argent, tandis qu'Adam de Karen, son fils bâtard, apprivoisa Fumée des Mers. Sa propre petite fille, Rhaena Targaryen, s'empara de voleurs de moutons. Avec ses renforts zélés, les rebelles pouvaient enfin espérer rivaliser avec la suprématie aérienne des Verts. Tout ça avec l'aide de Mysaria, le Ver Blanc, qui n'hésita pas à révéler au royaume que c'était Aemon le parricide qui était à l'origine du massacre de la moitié de sa propre famille. La confiance en Aemon se fissura immédiatement. Certains de ses propres partisans commencèrent à douter de son droit à régner. Pourtant, au lieu de nier, le roi prit cela comme un défi. La guerre éclata dans tout le royaume. Le roi Aemon fit appel à son dernier frère, Daeron, et son dragon Tessarion, afin de pacifier le Bif depuis Villevieille. Les forces en présence sont
En termes d'armée, beaucoup plus au désavantage des Verts que pendant la danse des dragons. Daeron le Hardy, sentant la cause de son frère désespéré, sera ici beaucoup plus efficace et violent sur le champ de bataille. Il arrive à la capitale et joint ses armées, ainsi que son dragon à celle des Mondes. Les forces des Stark, Arryn et Tully combinées, écrasent celles des Lannister et des Baratheon à la bataille du Trident. Dalton Greyjoy, le Kraken rouge, en profita pour rasier, incendier et piller aussi bien Port-Lannis que Castral Rock, plongeant les terres des Lions dans un état d'anarchie. Le chaos déferle sur le continent. Les armées du roi rencontrent enfin celles de Corlys à Vierge-Étang. C'est à l'aurore que les dragons se mirent à danser. Un deuxième soleil poussa alors dans le ciel, tandis que les dragons des deux camps s'affrontaient dans une tempête de flammes et de cerfs. Le roi Aemond, chevauchant Vhagar, se précipita sur Hugh Marteau et Vermithor, déclenchant un duel d'une brutalité sans pareille. Daeron et Tessarion plongèrent dans la mêlée, affrontant Adam de Karen et Fumée des Mers, un dragon plus adapté à la taille de Tessarion. Sur Terre, les armées s'entrechoquèrent dans un maelstrom de fer et de sang. Corlys Velaryon, malgré son âge avancé, menait les troupes rebelles avec une détermination sans faille. Le rugissement des dragons couvrait les cris des mourants, alors que le destin du royaume se jouait en une seule journée. Le sort des 7 couronnes reposait désormais sur les ailes des dragons et le sang ainsi que la volonté des survivants. Dans le ciel, 4 dragons en affrontaient 2, Corlys ayant insisté pour que Bella et Danselune ne participent pas au combat de peur qu'elle ne soit tuée. Vhagar était puissante mais lente, Tessarion était vive mais relativement jeune. Cependant, Daeron le Hardy parvint à rapidement éliminer Rhaena sur voleur de moutons, de par son expérience accrue au combat. La pauvre princesse sembla perdre le contrôle de son dragon, alors à peine revendiqué, tandis que la Reine Bleue réussit par une pirouette aérienne à lui ouvrir le torse et à lui arracher la tête. Vhagar, cependant, était sous l'assaut des 3 autres dragons, de face, de front comme de côté. Seule la taille gigantesque de la bête, ainsi que l'armure en acier valérien d'Aegon le Conquérant qu'il portait, empêcha Aemond de succomber au panache de flammes qui le visait plus souvent qu'il ne visait son propre dragon. Vermithor était pratiquement de la même taille que Vhagar, et il la tenait en place pendant que les 2 anciens dragons échangeaient de vicieuses attaques dirigées vers leur cou, leur peau pendant à cause de l'âge. Malgré les efforts héroïques de Daeron sur Tessarion, qui fut vite accablé par Fumée des Mers, qui était aussi rapide qu'il était agressif, réussissant aussi bien à combattre Tessarion qu'à tenter d'attaquer Aemond, le prince ne put qu'observer quand Vermithor et Vhagar s'écrasèrent au sol, soulevant des cailloux à plus de 10 lieues à la ronde, périssant tous deux au moment de l'impact. La bataille était terminée, toutefois, là où Hugh Marteau fut retrouvé mort, sur la Furie de Bronze, Aemond semblait avoir réussi à s'échapper. Les 2 dragons respiraient encore, mais ils étaient tellement faibles qu'ils ne purent que se regarder succomber à leurs blessures. Vhagar, le dernier dragon à être né dans l'ancienne Valyria, mourut en dernier. Daeron le Hardy, qui se savait vaincu pour la toute première fois dans sa vie, prit Tessarion et s'enfuit vers un endroit sûr, comprenant que l'avenir de sa famille pesait maintenant sur ses épaules. Il ne pouvait pas se permettre de périr en martyr. Le monarque blanc. Les forces Velaryon célébrèrent leur victoire tandis qu'Aile d'Argent et Fumée des Mers survolaient le champ de bataille. Corlys a dû payer le fruit de son ambition. Rhaena et sa monture avaient été tuées, ainsi que Vermithor. Cependant, Bella allait pouvoir accomplir le rêve brisé de sa grand-mère, sa douce Rhaenys. Ulf le Blanc, soudain empli d'une montée euphorique, eut alors une idée qu'il pensait grandiose, ayant été fin sous tout au long de la bataille. Après avoir constaté le décès d'Hugh Marteau et de Vermithor, dont Aile d'Argent pleurait la mort d'une terrible mélodie de tristesse, il réalisa alors qu'il était sur le dos du plus grand dragon du monde. Pour Ulf, qui avait toujours clamé haut et fort être en réalité le bâtard de Bellon le Brave, père du roi Viserys Ier et fils du roi Jaehaerys Ier, cela ne pouvait dire qu'une seule chose. Les dieux l'avaient choisi pour être le prochain roi des 7 couronnes. Il déclara son intention devant tous. La foule lui hurla sa colère avant qu'un rugissement de son dragon ne fasse taire les mécontents. Ulf prit ainsi toute l'armée de Corlys en otage. Adam de Karen, ulcéré par une telle trahison, ainsi qu'une telle bêtise, le somma que si les dieux avaient vraiment décidé de faire de lui un roi, alors ils devaient pouvoir lui accorder la victoire durant une ordalie par combat entre Aile d'Argent et Fumée des Mers. Ulf, soudain plus si imbu de sa personne, refusa. Pourtant Adam lança son dragon sur lui avant qu'il ait fini de parler. Si Aile d'Argent semblait vite reprendre l'avantage, Ulf n'avait pas remarqué que son dragon avait souffert d'une plaie béante infligée par les crocs de Vhagar à l'abdomen. Aile d'Argent attrapa Fumée des Mers par le cou, qui pris au piège, se mit à arracher les écailles de son abdomen avec ses griffes pour se débattre. Il blessa l'ancienne dragonne de la reine Alysanne jusqu'à ce que ses tripes sortent de son torse. C'est alors que sa mâchoire relâcha finalement Fumée des Mers, qui mourut en vol de la même façon que Mélys dans la série.
La dame de Karen fut arrachée de sa selle en tombant et s'écrasa au sol. Déjà haut dans le ciel, il ne survit pas. Il périt en héros, loyal et preux. Il en fut de même pour Uf et Elle d'Argent, à la différence que, une fois le corps du traître retrouvé, fut décapité post-mortem afin de prouver à tous sa trahison. Le dernier roi Targaryen. Arrivé in extremis à la capitale, Aemon se savait fini sans l'appui de sa fidèle Vhagar. Le donjon rouge n'était plus qu'un mausolée. Son armure en lambeaux, sa cape brûlée, sa couronne de guerre brisée sur son front, il s'avança d'un pas lourd dans la grande salle du trône. Il avait survécu, il avait fui Viergetan après avoir vu Vhagar tomber sous les assauts combinés des rebelles. Son dragon, la plus grande créature vivante de Westeros, gisait maintenant dans un maudit champ du Conflant. Il serra les poings. Ce n'était pas fini, il restait encore une chance. Les forces des rebelles étaient dispersées, la guerre n'était pas encore entièrement perdue. Il devait rassembler les derniers fidèles, réorganiser la défense de la capitale. Qui sait, peut-être se rendre sur Pendragon afin de revendiquer le cannibale. Il ne pouvait pas échouer maintenant, après tout ce qu'il avait sacrifié. Mais il n'était pas seul. Une silhouette se tenait devant ce qu'il restait du trône de fer, droite comme une lame, son armure ornée du manteau d'une pure teinte de blanc de la garde royale. Sir Harold de Westerlin, dernier loyaliste de la garde Régine de Rhaenyra Targaryen et dernier témoin du massacre de sa lignée. Prince Aemond, de la maison Targaryen, dit-il d'une voix grave et solennelle. En ce jour, je vous accuse du meurtre de la reine Rhaenyra et de sa famille. Pour ces crimes, et au nom de la seule reine légitime des 7 couronnes, je vous condamne à mort devant les dieux et les hommes. Aemond eut un sourire amer. Ses forces l'avaient abandonné, mais la guerre se résumait toujours à cela. Une lame, un duel, une fin. Il tira feu noir de son fourreau, les reflets des flammes dansant sur la lame ancestrale des rois Targaryens. Alors que la justice se fasse, Sir Harold. L'acier chanta lorsque leurs épées s'entrechoquèrent. Harold Westerlin, vétéran parmi les plus fines lames du royaume, frappa avec une force méthodique, cherchant chaque faille dans la garde d'Aemond. Mais le roi était un combattant d'exception, rapide et impitoyable avec une épée en acier valyrien. L'écho de leur duel résonna à travers la salle vide où tant de souverains avaient régné avant eux. Aemond dominait le combat au début grâce à la fougue de la jeunesse, ses coups précis et furieux forçant Harold à reculer. Mais le vieux chevalier tenait bon, il attendait. Il savait qu'Aemond était comme un animal pris au piège, puis ouverture vint. Aemond leva feu noir pour porter un coup fatal, mais Harold pivota brusquement, esquivant la lame noire. Dans le même mouvement, il planta son épée dans l'unique œil encore voyant du roi. Aemond s'arrêta net, il ne cria pas, son corps vacilla, ses forces le quittant instantanément. Il lâcha feu noir, ses mains tremblantes cherchant l'épée enfoncée dans son crâne. Son souffle se coupa, puis sans un mot, Aemond, premier du nom, dernier roi de la lignée d'Alicent Hightower, s'effondra sur les marches du trône de fer, mort. Sir Harold de Westerlin récupéra sa lame, son regard fixé sur le corps sans vie du roi. Il se retourna et quitta la salle du trône, laissant derrière lui la fin d'une fausse dynastie et le début d'une nouvelle ère. Longue vie à la reine. Au même moment où les forces rebelles pénétraient dans la capitale, en bien piètre état, et que les forces de Lord Corlys Velaryon, Cregan Stark, Oscar Tully, de la Lady Jeyne Arryn, ainsi que des représentants de la maison Tyrell, célébraient l'ascension de la reine Bella Targaryen, première du nom, reine des Andals, des Rhoynar et des premiers hommes, la défaite était cuisante dans le campement de Daeron. Établi dans le bois du roi, il ne restait plus qu'une centaine d'hommes avec lui. Les autres étaient morts ou avaient été capturés, ou bien avaient déserté la cause perdue du Hardy. Seuls les irréductibles compagnons d'armes de Lord Ormond Hightower, qui venait d'être décapité à Port-Réal, continuaient de le suivre. Ils vivaient cependant à la périphérie de la capitale, comme des bandits. Bien que ces hommes l'avaient couronné roi Daeron Ier, après la mort de son frère, il était clair pour Daeron qu'il n'était rien de plus qu'un prétendant. Afin de ramener la paix à Westeros, Daeron sortit des bois et se rendit à la capitale, sur le dos de Tessarion, sous une bannière de paix, où il est fait prisonnier avant de demander devant tous la main de la reine Bella, argumentant qu'une fois leurs deux prétentions mélangées, il n'y aurait plus besoin de se combattre. La rébellion noire, ainsi que le règne d'Aemond, avait laissé le royaume ravagé, semé de morts et de maladies, et il fallait désormais rétablir l'ordre et reconstruire la prospérité acquise du temps du roi Viserys. Diplomatiquement, c'était une proposition intéressante. Daeron ne serait que le consort de Bella, et celui-ci était connu pour être un prince quasi parfait, charmant, diplomatique, honorable et vaillant. Leur union enverrait un fort symbole d'unité au royaume. Cependant, en guise de réponse, Bella dégaina la dague de la prophétie qui avait tué Rhaenyra et l'a mise sous le cou de Daeron. Tu te méprends, petit prince vert. Le châtiment pour le meurtre, c'est la mort. Tu peux garder ta main, c'est ta tête que je souhaite. Quel sot, se dit Daeron à lui-même.
Il avait été si obsédé par ce qui était le plus juste de faire qu'il en avait oublié qu'il était responsable de la mort de la sœur de la désormais reine, Rhaena. Je vous la donnerai, Majesté, à condition que nul mal ne soit fait à ma sœur, Helaena, et à sa famille. Elle a renoncé à son titre et à la royauté. Laissez-la vivre avec ses enfants dans un lieu sûr, loin de Westeros, je vous en supplie. Après une longue réflexion, la part de douceur en Bella réussit à comprendre le souhait du prince aux portes de la mort. Elle accepta sa requête. Sir Harold de Westerlin tendit feu noir à Bella, qu'il avait arraché aux mains crispées du corps d'Aemond. Invoquant une tradition nordienne selon laquelle celui qui rend la sentence doit manier l'épée, la reine Bella décapita elle-même Daeron, vengeant ainsi sa sœur, après lui avoir juré qu'une telle infamie ne serait pas reproduite durant son règne. Ainsi périt Daeron le Hardi. Un nouveau printemps. Une fois la paix et la prospérité finalement acquises au sein du royaume, le vent d'une nouvelle ère soufflait sur Westeros à l'arrivée du printemps. La reine Bella s'avéra être une monarque douce mais juste, forte mais diplomate, novatrice mais honorable, sévère mais compétente. Elle prit Aline de Karen, une fois légitimée, comme époux et roi consort, afin d'allier la tradition du mariage incestueux des Targaryens à celui de l'innovation que de voir un ancien bâtard accéder à la royauté. Après la guerre, il n'y avait plus de place pour des protestations aussi infructueuses. Le royaume entama sa reconstruction sous son égide bienveillante, proche des besoins du petit peuple comme à ceux de ses seigneurs. Afin d'évoquer à tous le commencement d'une nouvelle ère, loin des souvenirs douloureux du règne des Targaryens et des guerres destructrices au nom de leurs dragons, la reine décida, après son couronnement, d'adopter le nom de Bella première du nom de la maison Velaryon. Bella opta d'ailleurs pour une nouvelle vision de Westeros au sein des 7 couronnes. Celle-ci, après être arrivée à la conclusion qu'une telle entité politique ne pouvait qu'apporter que des luttes incessantes pour le pouvoir absolu, se décida à transformer la nature du trône de fer. En effet, il ne serait composé directement que des terres de la couronne. Le nord, le Val, le Bif, les terres de l'orage, de l'ouest, le Conflant et les îles de fer se verraient tous accorder un statut de quasi-indépendance, octroyant même le droit à ces seigneurs suzerains de se faire appeler rois de leur province. La couronne serait désormais un ordre garant de la paix. Comme la garde de nuit protège les royaumes des humains de ce qui se trouve au-delà du mur, le trône de fer, lui, sera chargé de faire respecter la paix à l'intérieur des royaumes des humains. La couronne continuera à cultiver la puissance des dragons afin de faire régner l'ordre. La menace de leur déploiement aurait pour but d'empêcher toute guerre d'ampleur, de la même façon que les armes nucléaires le font dans notre société actuelle. Le monde ne saurait être parfait, mais il en sera moins sanglant. Car ici, beaucoup de dragons sont morts, mais tous n'ont pas disparu. Danse Lune, le dragon de la reine Bella, Syrax, le dragon de la défunte reine Rhaenyra, Vermax, le dragon du prince Jaehaerys, Arax, le dragon du prince Lucerys, Tyraxes, le dragon du prince Joffrey, Nuée d'orage, le dragon du prince Aegon, Mélis, dragon de la princesse Rhaenys, ainsi que les jeunes dragons des jumeaux Jaehaerys et Jaehaera laissés à la capitale, Shrykos et Morgul, ainsi qu'un bon nombre d'œufs de dragons, sans compter les dragons sauvages toujours présents sur Père-Dragon, comme Gris Spectre et le Cannibale. Il restait d'ailleurs aussi son cheveu. Après une longue récupération qui dura plusieurs années, son cheveu était redevenu capable de voler. La promesse faite à Daeron avait été tenue, et l'ancienne reine Helaena ainsi que sa descendance avaient été autorisées à occuper Père-Dragon jusqu'à ce que ses enfants soient assez grands pour pouvoir voyager en toute sécurité. Quand le temps fut venu, Helaena emmena Jaehaerys, Jaehaera et Melor regarder l'autre côté du détroit depuis les plages de Père-Dragon. Helaena était devenue réellement heureuse pendant ces années seule, où elle vivait une vie simple et à son image avec ses enfants. La mort de ses frères, la déchéance de sa famille ne pesait plus autant sur sa conscience. Elle n'avait jamais trouvé sa place à Port-Réal, au Donjon Rouge, parmi la royauté. Maintenant qu'elle était libérée de ses chaînes, elle pouvait s'envoler vivre dans un endroit paradisiaque et loin de toutes ces intrigues sanglantes avec sa petite famille. Peut-être irait-il à Lys, dans les îles d'été, à Nath ou à Yiti. Qui sait où le vent les portera, du moment que ce soit loin de Westeros et de ses fantômes. Alors c'est ainsi qu'Helaena, la dernière des Vertes, disparut dans la mer de Jade afin de vivre d'amour ou d'eau fraîche, si l'on peut dire, étant donné qu'elle reste une femme noble, avec son cheveu et ses enfants, tous remplis de vie. Voilà, cet alternatif est fini. Je vais pas vous cacher que c'est celui en date qui m'a pris le plus de temps. Je crois que j'ai jamais dépassé les 20 pages de script pour une vidéo avant, mais ça valait le coup, du moins je l'espère. Je voulais partir sur une fin beaucoup plus dark de base, où le royaume finit vraiment juste annihilé, mais au final il fallait faire pas mal de gymnastique mentale pour y arriver. Et comme dit, le but de cette série, ce n'est pas de prouver que les noirs ou les verts sont les pires comparés aux autres, donc voilà. En soi, cette fin, je pense qu'elle peut être interprétée différemment, soit heureuse, soit triste, selon la façon dont vous l'analysez. Petit message pour les prochains scénarios
alternatifs, alors depuis que j'ai commencé à en faire, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé vos propres idées d'alternatives sur les réseaux sociaux. Le souci c'est qu'il y en a beaucoup et que je n'ai pas non plus envie de tous vous répondre. Oui, bonne idée, mais je sais pas quand je pourrais utiliser cette idée. En même temps, je veux pouvoir intégrer vos idées, mais de l'autre, je n'ai pas envie de vous faire attendre indéfiniment, vu que vous voyez que le temps que ces vidéos prennent à faire, ça peut parfois être très très long, et surtout à écrire d'ailleurs. Du coup, j'ai refait mon offre au niveau des membres de la chaîne. Alors oui, je sais, c'est payant, il faut payer, mais l'avantage de cette offre, c'est que je vous propose d'ajouter directement vos idées à mes scénarios dès que vous les proposez. Donc, bien sûr, c'est dans la limite du faisable, hein, mais le but, c'est vraiment que vous puissiez voir vos idées adaptées le plus rapidement possible, et sans que j'ai à vous dire poliment que ça n'arrivera peut-être jamais par faute de temps. Ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que je suis très occupé, j'ai beaucoup de choses à faire en même temps. Je suis en master à la fac, à côté je travaille, à côté j'écris un livre, à côté je fais les vidéos. Il faut que je fasse plusieurs types de vidéos différentes et que je me tienne à au moins une vidéo par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça si ça vous intéresse. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez toujours m'envoyer vos trucs sur les réseaux sociaux. C'est juste en fait pour vous offrir une garantie que ce que vous voulez ajouter sera bel et bien ajouté et de manière entre guillemets obligatoire. Donc voilà, il y a aussi d'autres avantages, mais je vous laisse voir ça. En tout cas, voilà, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ainsi qu'à poster un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je fais toutes sortes de contenus autour de l'univers du Trône de Fer, que ce soit des théories, des alternatives, du lore, des vidéos sur les séries et même sur les jeux. Vous commencez à connaître. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et allez, peace!